Merci. Nous avons à présent à peu près 40 minutes pour le débat. Donc la parole est donnée à la salle. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser aux différents intervenants. My name is Noor. Je m'appelle Nour. Ma question s'adresse au Dr Mouattaz. Je vais poser la question en arabe. Votre question, la voici. Vous avez rappelé, s'agissant de la justice politique dans l'islam. Et vous avez dit qu'un gouvernant non-croyant, mais qui serait juste, serait mieux qu'un croyant qui ne le serait pas. Donc, dans la religion islamique, on sait que l'imam al-Juwayni a déclaré que l'une des conditions pour le gouvernement, ce devrait être d'être musulman, d'être un homme. Alors, comment posez-vous la justice en religion islamique face à cela-là? La position donc de la justice vis-à-vis de la politique. Donc, en fait, justice et foi, quel est le lien? Et j'évoque les conditions qui sont imposées aux gouvernants. D'autres questions? Je vous en prie. Au fond de la salle. Nous allons prendre quelques questions et vous allez répondre en bloc. Merci. Je m'appelle Abdelbar Naji. Ma question s'adresse au docteur Redouane du Maroc. Vous avez évoqué le fait que votre intervention portait sur la morale occidentale et vous avez parlé des préoccupations internes, si vous permettez l'expression. Alors, est-ce que vous avez une analyse également des solutions éventuelles, puisque nous sommes ici dans le cadre d'une analyse? Deuxième question, elle s'adresse au professeur John en arabe. En 1997, est apparue la notion de American New Country. C'était à l'époque de George Bush. J'ai lu beaucoup d'articles là-dessus pour justifier l'invasion de l'Irak et l'exportation des valeurs morales, etc. Et comme si le monde pouvait être l'objet donc d'une réflexion d'un think tank et la morale destructive peut être justifiée alors que la morale constructive ne pourrait être en fait limitée qu'à certains. Alors, quelles sont les solutions réalistes que la communauté scientifique pourrait trouver face à cela? Est-ce que nous pourrions avoir une culture de paix face à la culture de violence que produisent d'autres puissances? Merci. Je vous en prie. دكتور أبو حنية أحمد قاوي من الجزائر. Ahmed d'Algérie. Alors, une question que j'adresse à tous les orateurs. Première question, j'ai entendu avec grande attention l'intervention du docteur Rushdie, les valeurs culturelles de la charia islamique. Il a consacré son attention sur l'aspect philosophique, mais alors je serais heureux qu'il présente un peu les différences fondamentales entre son approche et celle des Nations Unies. Ensuite, Dr Mouattaz El-Khatib, je le remercie de son papier. J'ai entendu qu'il faut une justice qui serait stable alors que l'incroyance ne permet pas cela.
Alors, est-ce que la situation que nous vivons à l'heure actuelle correspond à ce que vous dites? Question suivante à John Dalla Costa, si vous le permettez. Vous avez évoqué la pensée philosophique chrétienne d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait un paradoxe, une contradiction entre la vision philosophique chrétienne actuelle fondée sur la foi et le pragmatisme en matière d'environnement et de guerre sur lequel la pensée chrétienne se prononce également ces temps-ci? Je vous en prie. Bonjour. Une question au docteur Radwan Roujdi. S'agissant de la pensée chiite et sunnite, la pensée chiite est dogmatique, alors que la pensée sunnite ressemble à cela également. Comment pouvez-vous expliquer que le chiisme se diffuse dans le monde par rapport aux sunnites dont l'influence recule? Il y a une guerre géographique, une guerre sur des territoires et il y a une guerre idéologique également en cours. Le docteur Mortaz El-Khatib, merci pour votre intervention très constructive. Je voudrais vous poser des questions sur la position de la justice dans la pensée islamique actuelle. Professeur John, je voudrais vous lui poser également quelle est la position de l'Église et du pape sur ce qui se passe en Birmanie, en Palestine. Est-ce qu'il y a une position claire de l'Église, une position qui serait juste sur toutes ces questions? Dernière question du docteur Najjar, et puis ensuite, il y aura une autre série de questions. Merci. Merci aux intervenants. Je voudrais m'adresser au docteur Mortaz El-Khatib et je voudrais le remercier pour son intervention. Il s'est penché sur la justice politique, c'est là quelque chose d'urgent et d'important. Mais il y a la justice sociale et la justice politique qui sont liées. Les musulmans et le monde musulman en général ont ignoré cela. Et ils imputent la responsabilité de ce qui se passe à la politique et aux politiques, et la société civile islamique en fait se fonde sur la justice sociale en tant que base même de la foi, comme nous le trouvons dans le Coran et dans la Sunna. Et nous avons beaucoup d'instruments qui permettent la justice sociale, la zakat, dépenser pour les pauvres de la société, etc. Malheureusement, cette base fondée sur la foi a été presque oubliée et a été ramenée simplement à la foi dans le monde musulman. Il s'agit maintenant de mettre en exergue cela dans notre analyse et dans nos orientations diverses que nous allons avoir ici, dans ce contexte. Merci. Qui souhaite commencer? Dr. John Dalla Costa. On commence par John Dalla Costa. Thank you for Merci. Merci pour l'attention que vous m'avez prêtée et pour vos questions. L'une des questions portait sur la façon dont les centres de réflexion ont mis l'accent sur les urgences morales en Occident. Il y a un chercheur à Princeton qui a écrit un livre intitulé « L'âge de la fracture ». Il disait que beaucoup de ces initiatives visant à créer une pensée fracturée dérivaient des années 70 en réaction
au mouvement de l'environnement, au mouvement des droits civiques et au mouvement féministe des années 60. Et en particulièrement dans le monde des affaires, de l'industrie et également dans le monde politique. L'idée de droits qui seraient ceux des femmes, les droits qui seraient les droits civiques de tout le monde, les droits en matière d'environnement, tout cela représentait une menace pour le paradigme économique. Et souvenez-vous que c'était l'époque où le communisme et le capitalisme avaient peur l'un de l'autre. Et dans les années 60, l'Amérique était engagée dans la guerre du Vietnam et il semblait que le communisme allait l'emporter. C'était donc une tentative de promouvoir la pensée des intellectuels de sorte qu'ils promeuvent l'idée de la libre entreprise, libre de toute entrave. Alors tout le monde pourrait dire à ce moment-là, je ne suis pas théoricien politique, je n'ai pas fait partie de ce débat sur George Bush qui est entré en guerre, mais il semblait que tout ce qui se passe aujourd'hui provenait de cette idée de fracture et d'avantage compétitif. Quant à votre deuxième question sur la déclaration morale du pape François, qui est un document en un certain sens très idéaliste, alors je dirais qu'en tant que spécialiste de l'éthique, on m'a toujours accusé d'être idéaliste. Les spécialistes des affaires diront oui, nous ne pouvons pas être responsables de l'environnement, nous ne pouvons pas nous le permettre. Ce que nous constatons, c'est que le coût de ce que j'appellerais le désespoir dans le sens d'un pragmatisme nous amènerait à contaminer notre terre et à créer une injustice qui serait telle que nous ne pourrons pas survivre en tant qu'espèce humaine. Ce que le pape François a fait, c'est essayer d'établir un vocabulaire pour le dialogue. Vocabulaire dans lequel on dirait que ce qui se passe dans l'économie, ce qui se passe dans l'écologie est très important pour ce qui se passe dans nos religions et qu'il faut établir un dialogue des diverses forces. Et il y a beaucoup de preuves scientifiques qui sont sous-jacentes à ce qu'il disait, mais il souhaitait lancer une conversation, un débat. Et il faut se souvenir que l'Église, jusqu'à il y a 60 ans, tournait le dos au monde, tournait le dos à la réalité. Et c'est là une partie d'un changement historique qui se dessine. Il y a des spécialistes de l'écologie, des universitaires qui essaient d'appliquer ces principes à la base. Et c'est là qu'il faut aller. Comme dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, l'exemple de l'Institut de recherche, le CERN, il faut voir comment des experts qui essaient de résoudre des problèmes réels peuvent s'appuyer sur ces principes pour avoir une collaboration plus forte ou pour improviser mieux. Personne de nous n'a de solution. Il va falloir que nous expérimentions ensemble. Alors l'une des initiatives que l'on a entre le Maroc et l'Espagne, c'est une initiative visant à faire face à la dévastation de la Méditerranée, dévastation climatique et de la pêche. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cet exemple, ils l'ont intitulé « Diplomatie écologique ». On se fonde sur des communautés qui entrent en conversation sur un problème déterminé, que ce soit un problème espagnol ou marocain. Eh bien, si on n'a plus de poissons dans la Méditerranée, on souffrira des deux côtés. Alors, comment peut-on, en tenant compte des souffrances mutuelles, gérer cette ressource ensemble ? Le pape François a essayé de nous donner quelques principes. Nous avons entendu d'autres universitaires qui vont dans le même sens, qui disent que malgré nos différences, nous devons nous attaquer aux problèmes ensemble. Alors, il y a d'autres questions également qu'on m'a posées, mais je dois céder le microphone, me semble-t-il. Docteur Redouane. Évidemment, la question de la traduction constitue toujours un obstacle.
En fait, je voulais parler de deux types de raisons. Une raison sunnite et une raison chiite. Alors, à l'intérieur même de ces deux raisons, il y a de la violence et du manichéisme. Chez les sunnites, par exemple, il y a des sectes qui ne voient les choses que par leur manifestation matérielle. Et généralement, on tend vers l'une ou l'autre de ces sectes parce que l'on est soi-même enclin à la violence ou au takfir, à l'excommunication. Alors qu'en général, c'est le contraire qui devrait prévaloir. Donc quand on essaie d'examiner cette raison-là, on voit qu'il y a véritablement du manichéisme. C'est une vision manichéenne du monde, très dogmatique, qui ne voit le monde que sous le prisme du moi et de l'autre. Tandis que chez les chiites, j'ai trouvé aussi cette graine manichéiste de façon intrinsèque dans leur pensée. Et tout au long de leur histoire, on se rend compte que chez les chiites, l'homme se positionne à chaque fois au-dessus des textes. C'est un système karbaliste qui vient de Karbala. C'est une tendance absolutiste qui empêche tout contact avec l'autre. Et donc, quelle que soit la raison étudiée, envoie un terrain fertile à l'émergence de la violence et évidemment à la dislocation des sociétés. Donc le but, ce n'est pas de poser des diagnostics, le but, c'est de proposer des solutions. D'après moi, la première solution serait plutôt que d'étudier les doctrines absolues et manichéennes, il serait plus utile d'étudier ce que nous ont proposé les spécialistes des finalités, les maqasid, et qui ont tiré leurs conclusions de par leur expérience, de par les événements dont ils ont été témoins. Donc c'est une vision maqasidiste, finaliste, mais qui reste toujours dans le cadre propre de la jurisprudence du droit islamique, c'est-à-dire la jurisprudence du réel. Quant à moi, j'essaie plutôt de proposer les solutions de Tahar ben Ashur, de Naurasi, dans une vision structurelle, finaliste. Et j'ai parlé d'Averroès, qui nous a parlé de la politique chez Platon. Comme vous le savez, la vision platonicienne transparaît très clairement dans le droit musulman et dans la vision islamique. Les bases posées par Averroès ont amené des philosophes des Lumières à le rejoindre, comme Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, comme Spinoza, quand il parle de la dualité entre la justice et la bienfaisance. Donc, on voit qu'il y a une cohérence entre la philosophie de Cordoue et la philosophie des Lumières, qui vise en premier lieu de préserver l'intégrité de l'homme, son honneur, etc. C'est-à-dire les visées finalistes
Donc c'est une vision qui souhaiterait pourfondre les causes de la violence. Car à chaque fois qu'on étudie la vision des tenants des finalités, mais aussi des tenants des Lumières, on se rend compte que la philosophie qui menace l'existence de l'homme est celle du mérite, de la force, de la sélection naturelle, des différences sociales, des classes sociales. Donc aujourd'hui, il est temps de remplacer ce paradigme ancien par un nouveau paradigme qui valorise l'homme. Car la question éthique est une question existentielle. Soit elle mérite une place prépondérante dans la philosophie structurelle, soit on continue, guerre après guerre, dans un sens destructeur de l'humanité. Et donc ces choses ne peuvent se faire uniquement par le prêche. Ça ne peut se faire que par le changement idéologique. L'Europe a vu sa renaissance uniquement par l'essor de nouvelles idéologies. Merci. بسم الله وجه إلي ثلاث. On m'a posé 3 questions. Pour ce qui est de la première question, le positionnement de la justice par rapport à la pensée politique moderne. Moi, je pense qu'on a donné la priorité, qu'on a accordé la priorité d'abord à la liberté plutôt qu'à la justice dans la politique moderne. Je parle ici d'un contexte précis. Donc, on a accordé moins d'importance à la justice sociale dans la pensée politique, même s'il existe 3 partis qui portent dans leur nom le terme adala, comme al-adala wal-ihsan, justice bienfaisance au Maroc, al-adala wal-tanmiya en Turquie, en Égypte, justice et développement. Je dis 3, mais il y en a bien d'autres. Et il y a aussi un problème sur le plan de la théoricisation philosophique de la justice en général et de la justice sociale en particulier. Alors pourquoi je n'ai pas trop parlé de la question de la justice sociale? Ce n'est pas parce que c'est moins important, c'est parce que je n'avais pas suffisamment de temps. Maintenant, parlons de la justice politique ou de la justice en général. On parle toujours des questions des donations, de l'aumône et des régimes d'héritage. Mais bon, évidemment, c'est un bon cadre, mais ça reste un cadre individuel. Ça ne parle pas de la question de la relation entre l'individu et l'État. Nous avons toujours un problème dans la relation entre l'individu et l'État. Pourquoi accepter de donner de l'argent à l'État? La justice sociale est strictement liée à la notion de l'État en premier lieu. La justice sociale est liée à la notion de l'État. Donc, elle a un lien avec le cadre juridique et législatif, mais aussi avec l'autorité de la puissance publique par rapport à la question de la propriété privée. On peut concevoir la justice sociale dans la pensée islamique classique autour des donations, de l'aumône, de la transmission du patrimoine, des questions liées au prêt, du voisinage, etc. Mais toutes ces ressources dans la pensée islamique classique
orbitait toujours dans un cadre qui ne dépassait jamais le cadre du califat. Mais dès l'apparition des États-nations, la véritable problématique du lien avec l'État s'est posée. Et puis, il y a la question du lien entre la justice, la foi et l'incroyance. Car j'ai parlé de la justice en Occident, mais au sens, ou dans le sens le plus étroit. Vous savez, dans la pensée islamique, la justice a plusieurs sources. Al-Asfahani dit qu'il existe une justice absolue qui est la justice rationnelle, la justice qui ne change jamais. Comme par exemple, souhaite le bien à tous. Et puis, il y a la justice variable, changeante. C'est ce que l'on retrouve chez Meskawi, par exemple, ce philosophe musulman. Donc, de quel type de justice on parle quand on essaie de trouver la relation entre la justice et la foi? On dit que on peut faire société sous un gouvernant juste, même s'il est incroyant. On ne peut faire société sous un commandant ou un gouvernant croyant mais injuste. Car il faut donner justice ou rendre justice aux personnes ayant fait l'objet d'injustice, être responsable, trouver les bonnes compétences, etc. Ce champ lexical que je viens de vous énumérer, eh bien, il entre toujours dans le même champ qui est celui qui est toujours et strictement lié à la justice. Pour que le mode de vie soit stable dans n'importe quel État, il faut qu'il y ait un État de droit, quelles que soient les sources de législation ou sa nature. C'est la justice qui va permettre la stabilité au sein de chaque société. Je vais intervenir brièvement sur ce qui vient d'être évoqué. Cette notion selon laquelle un gouvernement peut continuer à exister dans l'incroyance, mais pas sans justice. Alors, on peut dire qu'un gouvernement périrait sans justice, c'est une idée que l'on avance, mais c'est une règle générale que l'on avance en disant cela. Les économies modernes et les structures économiques modernes, les structures de la violence permettent la permanence de certaines injustices en raison du pouvoir qui est concentré entre les mains de l'État. Si l'on voit la situation d'un certain nombre de pays, nous constatons qu'ils ont été jusqu'à présent extrêmement répressifs. Hume avait un commentaire intéressant. La répression existe très longtemps parce que les gens pensent qu'ils ne peuvent rien faire contre cette répression, alors qu'il est très aisé de changer les structures sociales. Si nous voyons comment le printemps arabe a essayé de promouvoir une sorte de justice dans des sociétés et face à des gouvernements qui étaient répressifs pendant des décennies, nous constatons que c'était le premier pas d'un processus visant à instaurer la justice. Il est idéaliste de penser que l'injustice ne peut pas persister. Elle le peut. La question est de savoir combien de temps. Donc, de façon plus positive et plus pratique, je dirais que la lutte continue et il faut que les gens se rendent compte que c'est un combat et qu'ils doivent continuer à promouvoir la cause de la justice plutôt que de laisser retomber la ferveur. Nous avons 10 minutes encore.
pour des questions et des réponses. Et je voudrais savoir qui souhaiterait poser des questions. 1, 2, 3 personnes. 4, 5, 6, 7. 7 questions. Je vous en prie, soyez très précis dans vos questions. Merci, Dr Oussama. J'ai été très heureux de vous écouter tout à l'heure. Vous avez mentionné la différence entre la différence de durée de vie dans les pays riches et les pays pauvres. 9 années de différence entre les pauvres et les riches au Royaume-Uni, par exemple. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre le modèle que l'on a à l'heure actuelle et qui souhaitent évoquer le paternalisme, le libertarianisme. Alors, est-ce que vous pouvez savoir dans quelle mesure on s'est attaqué directement à l'inégalité dans la société ou non dans la théologie musulmane? Merci. Dr Oussama Azam. Vous avez évoqué la vision islamique de l'inégalité. Vous nous avez donné 2 explications. Vous avez évoqué la vision contemporaine et on pourrait souhaiter que, en fait, cette vision soit une conception normative. Et comment peut-elle résoudre cette vision normative les problèmes que nous avons dans nos pays? شكرا دكتور أسامة. Merci, Oussama. Ma question. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'ont fait les Asharites concernant la raison ou le manichéisme dans la raison. Mais il ne fallait pas oublier qu'il existait 2 autres écoles de pensée dans la pensée islamique qui ne sont pas d'accord avec les Asharites. Ça pourrait peut-être compléter le topo et votre propos. Merci. Docteur Moataz. Comme de coutume, vous nous livrez un propos complet, mais j'ai toutefois une question concernant la définition de la justice. Ne conviendrait-il pas de poser un concept type de la justice? Alors, je me souviens que certains philosophes avaient proposé une définition simple de la justice, à savoir rendre justice, donner justice à tout ayant droit. Je pense que c'est assez éloquent. Docteur Redouane, vous avez été assez dur avec l'islam. Plutôt que d'opter pour l'école sunnite ou chiite, vous avez plutôt opté pour l'école philosophique. Et vous avez dit que les 2 écoles, sunnite et chiite, tendent à la violence et à l'excommunication. Je pense que vous êtes un petit peu dur avec notre patrimoine musulman. Nous avons ce qu'on appelle les gens de la Qibla et les liens entre eux, c'est-à-dire les musulmans, quelle que soit leur école de pensée, quelle que soit leur doctrine. Eh bien, entre eux, il n'y a pas d'excommunication. Dire d'emblée que l'école islamique ne peut se prévaloir ou ne peut jeter des ponts de communication avec les autres écoles, c'est quelque chose qui est pour moi très dur, devrait être revu. Évidemment, les Lumières ont beaucoup aidé l'Occident, mais malgré cela, il y a eu les guerres mondiales, la première et la seconde, sans parler des différentes révolutions, commencé par la révolution bolchevique. Et puis je voudrais m'adresser à présent au Dr John. Donc c'est une question de curiosité. Nous avons constaté
en Occident, une multiplication des appels à la guerre après le 11 septembre. Bernard Lewis a essayé de justifier ces nouveaux appels et on entend aujourd'hui le bruit des bottes pour une troisième ou une quatrième guerre mondiale. On dit aujourd'hui qu'on entend déjà les bottes retentir pour la prochaine guerre mondiale, la troisième. Merci en tout cas de cette vision plutôt universelle et merci de nous avoir parlé de l'encyclique du pape François. C'est une encyclique universelle en fait. Mais bon, comment peut-on expliquer l'émergence violente de l'ultra-droite chrétienne? Récemment, en Nouvelle-Zélande, nous avons vu comment l'ultra-droite peut commettre des actions terroristes et sanguinaires, alors qu'en Occident, on parle souvent plutôt de modération. Merci. Yes, I will come to you. You had a question? Hello. I have a question for. J'ai une question. Je suis heureux que vous soyez penché sur le paradigme de la croissance dans votre discours. On entend parler de développement durable, de croissance durable, mais il y a eu des études récentes sur la décroissance et on a examiné la situation de société dans le passé. On s'est penché sur la Grande Dépression des années 20, par exemple. Alors je me demande comment nous pourrions nous pencher sur ce paradigme de la croissance dans une perspective islamique, en examinant peut-être la situation des communautés musulmanes. Merci. Je vous en prie. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je vous en prie, allez-y. Je m'appelle Saif Ahmed, je suis originaire de Londres. Je m'adresse au Dr John DaCosta. De façon extrêmement éloquente, vous avez évoqué le rôle des directeurs d'entreprise, des comités de direction des entreprises, et vous avez donné un tableau, le tableau d'un arbre, avec des racines qui permettaient au reste de l'arbre de vivre et de croître. C'est un phénomène extrêmement intéressant. J'ai été membre de comités directeurs pendant de nombreuses années, pendant plus de 20 ans et dans diverses organisations. Et ma philosophie consistait toujours à donner des capacités à chaque membre de mon organisation afin qu'il puisse réaliser son objectif le plus important pour que nous réalisions ensemble nos objectifs communs. Et j'ai vu qu'il y a deux composantes dans tout cela. Il y a la responsabilité horizontale, sans chaîne de commandement, sans chaîne de contrôle. Quand j'étais tout en haut, je me suis entendu sur un plan général avec le reste de l'entreprise et j'ai essayé de définir les objectifs pour que chacun puisse s'employer à résoudre les objectifs du comité directeur. Mon objectif a toujours été, quand on prend une décision, d'obtenir un point. Si on ne prend une décision bonne, 2 points. Si on ne prend pas de bonne décision, moins 1 point. Les gens donc sont encouragés à prendre les bonnes décisions à leur niveau, décisions qu'elles soient bonnes ou pas, et cela pourra permettre ensuite de tirer parti de leurs erreurs, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cela. Merci. À vous. Dernière question. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire quelques commentaires rapides sur ce qu'ont dit les intervenants. Je pense que la question de la sécurité, en tant que discours et en tant que théorisation au niveau international,
n'a pas été abordé. Dans la justice, le discours sur la justice, on n'a pas évoqué la sécurité. On est parti de l'idée que la justice était liée au thème de la sécurité. Il y a une théorisation de la sécurité humaine, la sécurité des individus. Et est-ce que, quand on aborde la sécurité, est-ce que l'on se penche sur la question de savoir comment faire face à la peur, comment faire aux besoins des diverses classes sociales dans le contexte international, ou comment peut-on réaliser un développement durable? Quels efforts faut-il faire? Peut-être qu'il n'y a pas de théorie non plus dans le cadre du champ cognitif islamique sur les défis individuels ou les défis que l'on doit avoir au niveau de la réflexion. Mais les musulmans, et en particulier dans le cadre des efforts de Hub al-Haq au Pakistan, on évoquait cette question de la peur et des besoins auxquels il fallait faire face. La justice sociale est liée à cela. Alors, autre question, et il faudrait évoquer cela, ici, c'est le rôle de la société civile, ou de ce que l'on peut appeler la transmission des idées, la transposition des idées dans le réel pour traiter les problèmes sociaux, pour traiter les défis auxquels les sociétés sont confrontées. Le troisième point, c'est le lien entre les droits et le développement, s'agissant de faire face à la peur et aux besoins. Les deux ne sont pas contradictoires, il n'y a pas de différence entre les deux. Ce sont deux contextes qui peuvent être rapprochés l'un de l'autre et c'est sans doute tout à fait approprié. Je considère que la question de la justice et de la morale, cette question de la justice est transnationale et transfrontalière. Et cette question ne se pose pas simplement en un seul endroit. Quand nous parlons donc d'inégalité, nous ne parlons pas simplement d'un endroit précis ou d'une région précise. Donc le débat peut être ouvert avec le monde du Sud qui partage des problèmes sans doute avec le monde islamique. Et il pourrait être possible également d'avoir des dialogues supplémentaires avec ce que l'on a au niveau de la pensée en Amérique du Sud et en Asie du Sud. Pardon. Merci. Assalamu alaikum. My question goes to Ma question s'adresse au Dr Oussama. Vous avez dit que pour s'attaquer à l'inégalité, il faut nous dissocier de la croissance purement économique et du modèle que nous avons à l'heure actuelle. Alors, si on a une croissance économique stagnante, comment peut-on aller de l'avant pour faire croître nos économies? Première question. Deuxième question, est-ce que nous pouvons découpler la croissance économique, le développement économique de l'inégalité sociale? Nous manquons de temps. Je propose de discuter de cela pendant le déjeuner. Non? Non. Je vais donc donner 2 minutes à chacun d'entre vous pour commenter et donner une réponse aux questions que vous avez reçues. Si vous avez des remarques de conclusion, avant de quitter cette salle, nous pourrions peut-être vous laisser le temps de parole qu'il vous faut pour cela. Et vous serez le dernier à intervenir, si vous voulez bien. Je vais commencer par le docteur Dalla Costa et le docteur Oussama sera le dernier. Alors, plusieurs des questions que j'ai reçues tout à l'heure sur le paradoxe dans la tradition intellectuelle chrétienne, c'est en fait le fait que la réflexion était dissociée du monde réel. Alors, ce sont des questions évidemment très compliquées. Ce qui est intéressant dans le mouvement d'éthique globale au sein de l'Église, c'est que Hans Küng, l'un des théologiens catholiques qui a proposé, l'un des premiers d'ailleurs, une éthique globale, a reconnu qu'il
il y a des pratiques des catholiques, des chrétiens qui avaient conduit aux catastrophes que nous connaissons aujourd'hui, injustice, guerre mondiale, etc. Donc l'idée d'une éthique globale consistait à dire nous pouvons être convaincus au niveau de notre foi, mais il faut être assez humble pour dire que nous n'avons pas toutes les réponses, d'où l'éthique globale. Et je dirais que le pape François essaie désormais d'incarner cette ambiguïté. Lorsque il est devenu pape, les gens disaient « Qui êtes-vous » Il a dit « Je suis un pécheur ». J'ai dit « Je n'ai pas toutes les réponses. Je suis un être humain fragile, mais je ferai de mon mieux. » La deuxième chose importante et qu'il faut voir, c'est qu'il fait référence aux mystiques soufis pour attirer notre attention sur les mystères de la nature. Alors, il insiste sur le fait que nous devons prier ensemble pour ouvrir nos cœurs et pour faire face à tous ces éléments radicaux, ces éléments d'exclusion dont nous pâtissons aujourd'hui. Le troisième élément qu'il a évoqué, c'est une notion qui concerne ce qu'en anglais on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la création de capacités. Nous avons adopté l'idée, nous les individus, que nous sommes des consommateurs, des citoyens d'une certaine nation ou que nous sommes des producteurs. Ce qu'il nous faut faire dans cette humanité qui devrait être une humanité de contact, c'est celle promue par le pape François, c'est justement de prendre conscience de cela et de faire croître notre humanité. Merci, le docteur Redouane. بالنسبة للإشكالية Cette problématique, effectivement, est une problématique du signifiant. Le signifiant, c'est-à-dire celui de la terminologie. Dans l'école sunnite, qu'il s'agit de jurisprudence, de hadith, de dialectique, en fait, quelles que soient les spécialités, c'est une seule et unique école. On a l'école chiite qui se trouve en face, et j'ai étudié les deux écoles tout au long de plusieurs années. Et j'ai constaté que pour la première, il s'agit d'une école dogmatique, doctrinale, qui ne laisse aucune place à la raison. Averroès nous dit que la vie du juriste doit toujours se fonder sur une source textuelle, et ce n'est que par la suite qu'on va rechercher la cause du différent entre les différents juristes. L'autre école est une école non doctrinale. Elle considère que celui qui ne partage avec toi la même croyance, il ne peut être considéré que comme renégat. Donc c'est une vision ou une école tout à fait manichéenne. Et chez eux, on constate que ce qui s'est passé à Karbala et l'injustice faite à la noble famille du prophète leur justifie tous les dépassements doctrinaux. J'ai écrit d'ailleurs un livre sur ces différences entre les différentes manifestations doctrinales entre les deux écoles de pensée. Et c'est cela qui a donné lieu, ou qui a fait apparaître la violence dans le réel. Donc j'ai essayé de dénicher de façon verticale dans ces écoles doctrinales le pourquoi, les causes de la violence et de la dislocation. En Occident, en revanche,
j'ai essayé de voir comment est-ce que l'école de Cordoue a influencé la philosophie des Lumières. Et j'ai vu une certaine convergence entre la philosophie de Spinoza et celle d'Averroès. Au Maroc, nous avons Ahmed Chahlal, contemporain. C'est lui qui a traduit la philosophie d'Averroès, de l'hébreu en arabe. Et il m'a dit qu'il y avait véritablement un lien de corrélation entre les deux philosophies, celle de Averroès et de Spinoza. Et le lien est celui de la liberté. La liberté existe-t-elle dans notre patrimoine? Existe-t-elle dans le Coran? Parce que pour moi, c'est la liberté qui fonde l'existence même de l'homme, mais aussi toute théorie politique. Et c'est ce paradigme occidental qui a construit la notion de l'État et qui fait fond sur un socle qui est celui de l'école de Cordoue. Le texte coranique, eh bien, chez les juristes, ça ne prend pas la part du lion. Il y a d'autres sources qui sont utilisées par le juriste pour fonder telle ou telle disposition, y compris celle de la justice, et qui ne la limite pas à la justice judiciaire. Dans le contexte de la justice judiciaire, là aussi, il faut revoir la chose, car le texte, et le texte coranique en particulier, mérite d'être revisité pour en sortir d'autres exceptions. Aujourd'hui, on est toujours contraint par cette vision jurisprudentielle uniquement. La reine de Saba, par exemple, et l'histoire de la reine de Saba dans le Coran, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que lorsqu'une femme acquiert la compétence de gestion, eh bien, rien ne l'empêche de monter jusqu'au haut de l'État. Voilà, merci monsieur. Il reste encore quelques aspects que je pourrais aborder plus tard. Docteur Moataz. Merci. Merci de votre question. Évidemment, c'est vrai qu'on peut s'intéresser aux définitions. Moi, personnellement, je ne m'intéresse pas beaucoup aux définitions. Ce qui m'intéresse, ce sont les notions, les concepts. Alors, il existe 3 définitions très connues, au demeurant. D'abord, la définition que vous avez mentionnée vous-même, et la définition d'Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire mettre les choses dans leur contexte, et ceux qui disent que la justice, c'est de se conformer aux ordres et de s'éloigner des interdits. Moi, personnellement, je pense qu'il y a 3 tenants à la justice. D'abord, la question de l'équité, ou la notion de l'équité. Donc, il y a 3 éléments qui constituent la justice. D'abord, il y a la question, il y a l'élément de l'équité, ensuite la modération, et troisièmement, l'égalité. Donc, 1 plus 1 plus 1, ça fait justice. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à la notion. Il y a un problème par rapport aux critères utilisés pour dire qu'il s'agit d'un fait de justice ou d'injustice. J'ai dit tout à l'heure que dès Platon, dès Aristote, on parlait déjà du critère du mérite. Ce critère qui est passé en islam au critère du besoin. Et dans l'ère moderne, il y a la question de l'égalité qui s'est imposée sur la scène pour établir la justice. Car la justice, ça ne peut se limiter à de l'égalité. La justice, c'est une égalité dans ce qui est comparable. Car
dire que deux faits intrinsèquement différents sont égaux, c'est une injustice. Comme on dit, on ne peut comparer des pommes et des poires. Et c'est justement la raison qui devrait intervenir pour faire la justice. Il y a évidemment la question de l'héritage entre l'homme et les femmes. Est-ce qu'ils sont égaux ou sont-ils différents? Et là intervient le volet besoin. Idem pour les sanctions pénales. Comment peut-on imposer des sanctions pénales équitables? Alors, il y a toute une discussion aujourd'hui autour de l'abolition de la peine de mort. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la notion de la justice va bien au-delà de celle de la foi. Car la foi, ça concerne le credo. Al-Asfahani, Meskawayh, on dit que la justice est une justice rationnelle, une justice légale. Donc ça va au-delà de la notion de la foi. Et puis je pourrais revenir à la question du manichéisme. Tahsin wa taqbih, le bien et le mal. Je fus jadis acharite, je ne le suis plus. La pensée acharite, comme le dit Ibn Taymiyyah, dit que le bien et le mal, tous les deux se déterminent par la raison. Mais tout le monde est d'accord, acharite et non acharite, qu'il existe une différence entre le fait de pouvoir ou savoir distinguer entre le bien et le mal et la sanction. Je dois répondre à 5 questions en 2 minutes. Ça va être difficile. Alors, vous avez commencé par la question de savoir comment le prophète s'est penché sur cette question de la justice. Il faut se souvenir qu'il y a un contexte historique de la prophétie qui est différent du contexte actuel. Donc les pratiques de l'époque se fondaient sur les maqasid de sa pratique, les intentions. Dans l'histoire humaine, les gens étaient relativement égaux. Et les riches étaient 10 fois plus riches que les pauvres, mais pas plus. En ce sens, ce qui a changé, c'est les cadres réglementaires, les cadres technologiques dans lesquels nous nous mouvons. Nous avons une situation nouvelle et il faut donc des politiques nouvelles. Et j'ai oublié votre nom, vous avez évoqué la question du paradigme de la croissance. Vous avez dit que si nous augmentons le gâteau à distribuer, le bienfait se fera ressentir pour tout le monde, même au niveau le plus bas. Alors, on a dit tout à l'heure, si la croissance stagne, comment peut-on maintenir ou améliorer notre situation économique ? Je pense que dans une certaine mesure, cette remarque reflète l'orthodoxie de la façon dont notre monde devrait fonctionner. Il devrait y avoir une croissance. Il ne fait pas de doute que dans une grande partie du monde en développement, il faut de la croissance. Mais comme Piketty et d'autres l'ont démontré, et d'autres universitaires également, après un certain niveau de croissance économique, ce n'est pas davantage d'argent qui améliorera votre vie. La qualité de la vie ne dépend pas d'argent, pas de l'argent. Et dans le monde développé économiquement, cela est documenté. C'est au niveau, en fait, des revenus plus ou moins grands qu'il y a un impact sur l'expérience de vie. Alors, le monde en développement doit avoir sa situation s'améliorer, mais il est clair que il y a des pays qui sont très développés, qui ont en fait une
espérance de vie plus élevée aux deux bouts de la chaîne, au niveau le plus haut et au niveau le plus bas. Donc, si l'on ajustait les niveaux d'égalité dans le monde, les pauvres et les riches en profiteraient. Il y a des modèles économiques dont on discute, que l'on avance en ce moment, qui permettraient une décroissance dans le monde développé, tout en permettant au monde en développement de continuer à avoir une croissance durable. C'est la durabilité qui est en fait en cause ici, puisque le paradigme de croissance ne servira à rien si dans une centaine d'années nous n'avons plus de ressources. Alors ensuite, il y a les Hanbalites, les Ashérites et les autres, etc. Je souhaitais indiquer que les Ashérites ont joué un rôle dans notre héritage et ils ont joué un rôle dans nos instituts et dans nos instituts scientifiques. Dans notre héritage, s'agissant d'améliorer la situation, bien, il y a un débat très long que l'on peut mener là-dessus. Mais j'en ai l'occasion, je le ferai bien sûr. Quant à votre question, quelle est la meilleure approche? Il nous faut voir quelle approche fonctionne dans des contextes différents. Il devrait y avoir une participation sociale au choix des solutions. Nous avons besoin de gouvernements responsables. Merci aux divers orateurs. Merci pour ce débat très vif. Désolé de vous avoir un peu limité dans le temps. C'est ma tâche, puisque je suis en train de diriger les débats. Nous allons nous retrouver dans 15 minutes. Nous avons désormais donc une pause et nous avons la prochaine intervention qui sera celle du Dr Ray Jureidini. Nous nous retrouvons dans 15 minutes, un quart d'heure. Merci.